Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres, ce lundi, l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes depuis ce matin 6 h. Près de 2500 agents des forces de l'ordre étaient sur place pour évacuer et détruire les habitations installées sur les lieux. La dernière conférence de Denis Seznec, le petit-fils de Guillaume Seznec, a eu lieu à Gueltas dans le Morbihan ce samedi soir et l'affaire continue de passionner les foules. 200 personnes étaient présentes. Et puis le documentaire sur l'histoire des discothèques du pays bigoudin attire les foules également. Une projection a été organisée ce samedi soir au Juc près de Douarnenez dans une ambiance rétro. Et lui aussi nous passionne avec l'actualité sportive. Bonjour Laurent Villebout. Oui Julie, j'ai eu peur que vous ne me fassiez évocation à mon côté un peu rétro. Non, pas du tout. C'est votre côté sportif que je sollicite. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en Bretagne? Je vous ai sélectionné une arrivée au finish, une gamelle au basket et puis un coup de godille. Eh bien, à tout de suite Laurent, alors pour détailler ce programme. Voilà pour les titres. Merci beaucoup d'être avec nous et tout de suite, vous retrouvez votre JT Breton du lundi 9 avril 2018. Dernier épisode de l'histoire du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. L'évacuation des occupants illégaux de la zone à défendre a démarré ce lundi matin à 6 h. 2500 gendarmes mobilisés pour faire face à près de 250 zadistes 3 mois après l'abandon du projet d'aéroport par le gouvernement. Une évacuation qui ne s'est pas passée dans le calme. Les occupants et les forces de l'ordre se sont affrontés à coups de cocktails Molotov et de bombes lacrymogènes. Reportage tout de suite d'Anne Judic de Télé Nantes, aux Fosses Noires, l'un des lieux-dits de la commune de Notre-Dame-des-Landes visés par les forces de l'ordre. Jet de cocktails Molotov, lancer de pierres, contre lacrymo et grenades assourdissantes. Ce lundi, au lever du jour, la situation est tendue sur le lieu-dit des Fosses Noires. Mais la progression des forces de l'ordre pour déloger les habitants de ce type de cabane va vite se ralentir. De leur côté, les zadistes sont soutenus par des sympathisants et des voisins. Tous condamnent cette intervention. Macron, je ne sais pas si c'était dans ses promesses de campagne, mais il a voulu, il veut marquer le coup, j'imagine. Il veut que ça se fasse. Il a mis les moyens pour que ça se réalise, quoi. Qu'il y ait une vraie expulsion, que ça se passe bien, quoi, pour lui. Mais là, c'est juste pour foutre de l'huile sur le feu et faire de la communication à grande échelle au niveau national, à ses électeurs et à ses militants, pour dire que nous on est capable d'intervenir quand on veut, où on veut, sauf que ça va juste foutre la merde. Il faut que ça décante. 10-12 ans de tension exacerbée, il faut vraiment prendre son temps. C'est avec de la haine, de l'incompréhension et de la non-écoute depuis longtemps, une chape de plomb qui est enfin sautée avec le projet d'aéroport qui est parti. Et là, l'idée, c'est de foutre de l'huile sur le feu, alors qu'il faut justement apaiser les choses. C'est une véritable guerre des nerfs qui semble s'engager sur la ZAD ce lundi. Depuis 6 h du matin, la progression des forces de l'ordre est limitée. Derrière moi, une barricade a été posée un peu avant 9 h. La journée devrait être longue et l'intervention pourrait durer plusieurs jours. Et la préfecture de Loire-Atlantique a annoncé ce lundi qu'une dizaine de squats ont été démantelés et 7 zadistes interpellés. Un gendarme a été légèrement blessé. L'affaire Seznec n'en finit plus de passionner 95 ans après le début de cette histoire criminelle. Alors qu'il y a quelques jours, on pensait résoudre le conflit lors de fouilles dans l'ancienne maison de la famille à Morlaix. Ce samedi, c'est le petit-fils de Guillaume Seznec qui a déroulé son histoire lors d'une conférence à Gueltas devant 200 personnes. La dernière, selon lui, après 1300 rencontres en France et à l'étranger. Karine Chevrolier était sur place. C'est le combat de toute une vie, celui de 3 générations qui tentent depuis 95 ans de réhabiliter un aïeul. Un grand-père accusé du meurtre de Pierre Quémeneur, un meurtre sans cadavre, ni arme, ni témoin, comme le rappelle Denis Seznec. Depuis l'âge de 17 ans, ce petit-fils vit pour la réhabilitation de son grand-père. Je n'aurais rien fait après ma mère, ma grand-mère, mon grand-père. C'est une histoire familiale en fait. Je crois je ne me le pardonnerai pas. Il y a un peu de ça. J'ai gâché ma vie, d'une certaine façon. Elle n'est pas gâchée dans le sens où la loi Seznec a été votée à l'unanimité 2 fois. C'est quand même des avancées quand même. Mais... Aujourd'hui, l'affaire déchaîne toujours autant les passions, les questions, les doutes. Février dernier, des fouilles privées sont menées dans l'ancienne propriété morlaisienne des Seznec. L'engouement reprend à la découverte d'os qui seront finalement ceux de bovins. Mais les fouilles ont depuis repris. Nous, on pense aujourd'hui que le corps
c'est une supposition hein, toujours. Le corps aurait pu être brûlé dans la chaudière et après il aurait ramené les scories, il les aurait enterrés. Il faut savoir qu'à l'époque, petit Guillaume dit qu'il y a eu des travaux, il a vu son père faire des travaux assez profonds dans le sol. Donc aujourd'hui les scories sont en analyse. Les résultats devraient être révélés ce vendredi, mais cette hypothèse, notamment portée par Denis Langlois, avocat de la famille Seznec durant 14 ans, le petit-fils de l'ancien bagnard de Cayenne la dénonce, il refuse d'y croire. C'est incroyable, c'est incroyable. Et vous persistez. Moi, je crois, Langlois, il est sous la terre, il creuse. Il a honte. Hein. Il est calciné dans les sites sociaux. Mais c'est vous, mais continuez. Trouvez un deuxième bovin parce qu'il s'ennuie. Hein. Denis Seznec envisage aujourd'hui de demander une ultime révision avec un nouveau témoignage, celui d'une dame de 103 ans. Une chose est sûre, la volonté du petit-fils à faire reconnaître l'innocence de son grand-père ne faiblit pas. Dans l'actualité ce lundi, une nouvelle journée de grève à la SNCF. En Bretagne, un train sur 10 a circulé entre Rennes et Brest. Le détail dans votre chronique La Bretagne en 5 infos avec Benjamin Bréon. Nouvelle journée de fortes perturbations sur le réseau SNCF en Bretagne ce lundi. Seul un train sur 10 a circulé entre Rennes et Quimper et Rennes et Brest. Sur les autres lignes, ce sont au mieux des bus de remplacement partiel qui ont tourné. Les cheminots finistériens sont par ailleurs appelés à se réunir vendredi à Châteaulin pour manifester devant la permanence du député Richard Ferrand. A noter, les prévisions de circulation des trains sont disponibles pour les 130 gares bretonnes, demi-heure par demi-heure, sur letélégramme.fr. Charlotte est de retour. Charlotte, c'est la seconde cabine du téléphérique de Brest, à l'arrêt depuis sa chute d'août dernier. Elle a été réinstallée ce lundi sur ses câbles. Il s'agit en fait d'une nouvelle cabine et non de celle qui avait été victime de l'accident. Keolis doit assurer dans la foulée des tests de mise en service avant qu'elle n'accueille le public. À Lannion, le démontage de la passerelle piétonne sur le Léguerre a débuté ce lundi matin. Une impressionnante grue télescopique pouvant atteindre 78 mètres de haut a été installée pour l'occasion. Le chantier doit durer toute la semaine. Double actualité autour de la moto ce week-end. D'abord le salon La Moto fait le show, qui a réuni quelques 13 000 personnes en 2 jours à Saint-Brieuc. Ensuite la manifestation Les Motards contre la sclérose, qui a rassemblé 1 millier de motards à Vannes. Bref, ça roule. Enfin, c'est l'aventure du week-end avec un A majuscule. Ce dimanche, habitants et artisans de la rue du Vaulouis, à Saint-Brieuc, se sont mobilisés pour aller rechercher un chat coincé en haut d'un arbre. Mission accomplie et fin heureuse. À un détail près, le courroux des pompiers, qui rappelle que d'une part, sans protection ni harnachement, ce type d'opération est tout simplement inconscient, et d'autre part, que les chats savent redescendre tout seuls. Et on va retrouver tout de suite d'autres athlètes avec Laurent Villebout dans notre page sportive, c'est le duplex. Et Laurent, vous commencez votre sélection par de la voile. Oui, Julie, je voulais vous montrer cette image. Samedi, au petit matin, dans les cours de Groix, 2 bateaux se sont démarqués sur les 58 concurrents partis la veille pour la 5e édition de la Plastimo Lorient Mini 650. Et vous le voyez, après 150 000 parcourus, tout se joue à cet instant. Alors que Benoît Formet et Pierre Chetteville sur Frilouse 887 ont mené une bonne partie de la course, ils se font prendre le vent par Tyrone 944 d'Amélie Grassi et Alan Roura. Les 2 mini vont arriver avec 16 secondes d'écart seulement. On imagine évidemment que le 887 l'avait quelque peu amer. Basket maintenant, Laurent, avec les filles de Landerneau. Oui, avec cette image choc, preuve d'un bel engagement, plus de peur que de mal pour Marie Butard. Vous allez le voir, la capitaine du LBB qui a pris un sac. Elle va se le relever, rassurez-vous, plus de peur que de mal. Landerneau malmené dans ce match 1 des quarts de finale d'accession à la Ligue féminine, mais le LBB qui s'impose 71-65. Mardi, match 2 à Chartres et si besoin, match d'appui à Landerneau samedi. Et puis un dernier mot rapide, Laurent, avec un aventurier insatiable. Oui, toujours très vite. Nous vous avions présenté dans ce journal l'aventure du costamoricain Hervé Leméré. Une traversée de l'Atlantique Canaries-Martinique réalisée en 58 jours à la Godille. C'était début 2018. Eh bien, Hervé Leméré n'en a pas eu assez. Il repart mi-mai 2020. Il devrait s'attaquer à l'Atlantique Nord avec une liaison Canada-Bretagne. Alors, Lorient, Concarneau ou Brest, Hervé Leméré se cherche
encore un port d'arrivée. Et puis on lui souhaite surtout bon courage. Et puis à suivre dans votre soirée le magazine Multisport. Laurent, vous recevez ce lundi Jean-Paul Waterloo du comité d'organisation du Tour cycliste du Finistère. Un tour qui se déroulera ce samedi et qui arrivera à Quimper. Une émission à retrouver à 19h15 et à 23h15 et en replay évidemment sur les sites internet de TBO et TB Sud. Merci beaucoup Laurent en tout cas pour toutes ces informations. Le Calao, le Menhir, le Marquis, la Chaumière, ces boîtes de nuit situées dans le sud du Finistère sont devenues mythiques en Bretagne au fil des années. Et elles sont aujourd'hui l'objet du documentaire L'épopée des discothèques en Pays Bigoudin. Les réalisateurs ont organisé ce samedi soir une 13e représentation au JUC. Et comme toujours, les souvenirs affluent après la projection. Frédéric Lorenzo. Le soleil se couche sur le moulin. Sur la piste, pas de danseurs, mais 250 spectateurs sagement assis, tous attendent une plongée dans le passé. Pourquoi vous êtes venus ce soir ? Pour se remémorer un peu les bons souvenirs. La même chose, nostalgique de cette époque. Donc moi je suis Vincent Legal, Sébastien Carambet et Maël Saldana. Tous les trois on s'est lancé dans ce projet de retracer toute l'histoire des boîtes de nuit du Pays Bigoudin. Après des dizaines de témoignages souvent sans détour, le public est conquis. C'était tout à fait ça. Voilà, donc plein de frissons. J'ai vraiment adoré. Pourtant, rien de les prédestinait à cet engouement. Ce documentaire sur les boîtes de nuit, c'est un projet de copains au départ. Et surtout, c'est aussi une passion qu'on a tous les trois sur, on va dire, la pop culture, tout ce milieu du rétro, le vintage, les disques vinyles. Vincent et moi, on a eu l'idée de faire un appel à témoins via la presse locale, savoir si les gens avaient d'anciennes photos, d'anciens témoignages. Monter un documentaire d'1h30, sur 60 heures de témoignages, il fallait vraiment faire des choix. Parmi les spectateurs, des anciens du monde de la nuit, ravis de retrouver les images d'antan et les copains d'alors. C'est un petit peu la plus grande discothèque qu'il y avait à l'époque dans le Pays Bigoudin. Et c'est la seule discothèque où on faisait passer des artistes tels Eddie Mitchell, Dick Rivers, Carlos. Je ne suis pas trop nostalgique de cette époque parce que j'ai continué à sortir. Et ça fait 53 ans que je vais dans les discothèques. Donc je ne suis pas nostalgique. L'épopée des discothèques en Pays Bigoudin continue avec des séances programmées le 28 avril à Plouzévet et dans d'autres discothèques. Et la projection est toujours suivie d'un petit tour sur le dance floor. Et c'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce reportage et tous nos reportages d'ailleurs sur les sites internet de TBO et TB Sud. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À demain.